Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la République démocratique du Congo qui reste confrontée à une guerre meurtrière dans l'est du pays. Le AFC M23 poursuivent leur offensive et les Wazalendo sont de plus en plus contestés et les autorités appellent la communauté internationale à reconnaître les crimes commis en territoire congolais. Pour en parler, on reçoit le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, de passage à Paris. Et notre invité culture de ce vendredi est une voix singulière et essentielle de la littérature contemporaine. Marc-Alexandre Oyobambé, dit Capitaine Alexandre, est un poète, romancier, slameur franco-camerounais qui publie Carnet de vertige dans la prestigieuse collection Point Poésie, dirigée par Alain Mabankou. Une anthologie de 20 ans d'écriture fulgurante où se croisent cris, chants, mémoire et résistance, dignité et fraternité. On ouvre ce journal avec un invité dont on dit qu'il a l'oreille et la confiance du président Tshisekedi, porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. En janvier dernier, il affirmait que la guerre dans l'est du pays serait gagnée. 9 mois plus tard, les combats se poursuivent, les tensions persistent autour notamment des Wazalendo. Les négociations de paix piétinent et la question de la reconnaissance des génocides au Congo s'invite sur la scène internationale. Patrick Muyaya, bonsoir et bienvenue dans le JTA de France 24. Bonsoir madame. En janvier dernier, donc je le disais, vous aviez déclaré que la guerre, vous alliez la gagner, cette guerre. 9 mois après, où en est le gouvernement congolais dans sa stratégie militaire, notamment dans l'Est ? Nous la gagnerons, effectivement. La stratégie militaire, c'est la stratégie qui a été mise en berne globalement parce que nous sommes en instance de discussion et lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier point, c'est des cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps, ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continuent l'œuvre macabre. On a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais cela ne donc ça veut dire rien, que le cessez-le-feu sur le terrain, vous dites que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas appliqué sur le terrain. La question, c'est pas ça fonctionne pas de manière optimale. La question, c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kichiché en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. Nous y reviendrons. Pour l'application du cessez-le-feu, il y a aussi la question des Wazalendo, que vous dites que d'ailleurs ce sont des patriotes, soutien de l'armée effectif sur le terrain. De patriotes. Alors, où en est, parce que ça fait partie des demandes des Rwandais, où en est le désarmement des Wazalendo? D'abord, il faut qu'on arrive à bien expliquer, parce que lorsque nous adhérons à la communauté de l'Afrique de l'Est en avril 2022, il y a un processus qu'on appelle processus de Nairobi, qui est piloté par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Et dans ces processus, tous les groupes d'autodéfense, comme on les appelait à l'époque, avaient souscrit au schéma de la paix et du désengagement, jusqu'à ce que le Rwanda, avec sa brigade avancée, les M23, commence encore l'œuvre macabre d'attaquer d'innocentes populations. C'est pour ça que dans un élan de patriotes, ils se sont levés parce que le terme Wazalendo veut dire tout simplement patriote. Et si vous regardez, on parle de moins en moins de groupes d'autodéfense ou de Maïmaï, mais on parle du vocable Wazalendo parce qu'il y a eu comme cette forme d'unité pour défendre évidemment la patrie. Et donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas, ni personne ne peut d'ailleurs, interdire à des Congolais de s'élever où ils sont pour défendre la patrie. Mais cela dit, comme gouvernement, nous avons une stratégie qui va permettre de bien gérer ces énergies qui veulent défendre la patrie dans ce qu'on appelle la réserve armée des défenses, où nous pourrons évidemment prendre ceux qui satisferont à un processus de vetting parce qu'il sera hors de question pour nous d'admettre dans le cas de cette réserve tous ceux qui se seront compromis par des violations de droits de l'homme. D'accord, donc on rentre dans le détail. Néanmoins, j'ai une question, on reste dans l'Est, une question rapide. Il y a une forte délégation de ministres qui sont allés à Uvira justement calmer cette tension des Wazalendo, qui sont contre la nomination du général Gazita. Est-ce qu'il faut lâcher
le général Gassita? Est-ce que vous, la question, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un contexte de crise où il y a beaucoup de tensions et où il y a toujours une instrumentalisation. Vous savez que aujourd'hui, les Rwandais stigmatisent nos Banyamulenge parce que cette guerre où on massacre d'autres communautés, pour le Rwanda et sa brigade avancée, c'est protéger une communauté. Il y a forcément une forme de tension qui est perçue par d'autres communautés. Nous avons toujours vécu en paix. Comment le président d'un pays voisin peut commencer à tuer d'autres pour vous protéger? Et donc, c'est dans cet environnement que les choses évoluent. Mais nous, comme gouvernement, et les présidents de la République l'a dit hier et dit plusieurs fois, et moi-même, comme porte-parole du gouvernement, nous organisons, y compris de campagnes de prise de parole régulière, pour prêcher cette unité dans notre diversité. Mais et donc, la délégation gouvernementale est arrivée sur place, y compris pour calmer les tensions, parce que nous ne devons pas fragiliser notre unité. Évidemment, il y a des mesures qui pourront être prises dans l'ordre. Est-ce que ça veut dire, répondez-moi Patrick Muyaya là-dessus, est-ce que le gouvernement congolais maintient son soutien au général Gassita? C'est ça que je veux savoir. La question ne se résumerait pas au maintien. Parce que si le général a été désigné, c'est parce qu'il a des compétences. Mais lorsqu'il y a des tensions qui se soulèvent au niveau de la population, comme gouvernement, évidemment, nous devons tenir compte de cette atmosphère. C'est pourquoi la mission gouvernementale se trouve sur place et qui va y passer 2 jours. Et ceci va nous permettre de mettre un terme un peu à toute la grosse machine de propagande rwandaise portée par des officiels, parce qu'il faut à tout prix créer une forme de discours de haine contre les Banyamulenge en République démocratique du Congo. Changeons de sujet. D'accord, on ne saura pas pour Gassita. Changeons de sujet, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement va prendre des dispositions. Certaines ont déjà été prises pour s'assurer de restaurer l'apaisement, pour s'assurer que nous restaurons l'entente entre communautés, parce qu'on a besoin de cette unité pour faire face à l'ennemi que nous avons en face. On vous entend, on en saura un peu plus donc dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent peut-être. Sur Joseph Kabila, là aussi, on a appris aujourd'hui que le procès était reporté. Surprise, parce que il faudrait qu'il soit jugé en tant que Rwandais. Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu ça. Et c'est pas de bonne loi de commenter les décisions de justice, mais ici il faut rappeler, plus que tout le monde, c'est que le président Kabila, c'est le seul Congolais qui bénéficie d'une loi. En tant qu'ancien président, on n'en a pas deux, on n'a que lui. Et si vous regardez cette loi, les obligations qu'il a vis-à-vis de cette loi, je ne suis pas sûr qu'il les a remplies. Sinon, il ne serait pas complice de rebelles. Dans les faits, il a été à Goma, à Bukavu. Vous avez vu ce que ça représente. Et donc, s'il y a des conséquences judiciaires que ces comportements ont imposés, il faut laisser la justice faire son travail. Et Félix Tshisekedi, le président actuel, donc, a demandé la reconnaissance internationale des génocides commis en RDC. En quelques mots, pour nous expliquer ce que ça veut dire? Mais c'est évident que depuis 30 ans, et toute la communauté internationale est au courant, parce qu'avant d'arriver au génocide, on passe d'abord par des massacres et des violations massives de droits de l'homme. Nous, en tant que gouvernement, nous avons commencé un processus en interne, d'abord pour assurer la réparation de nos victimes. C'est pourquoi on a créé le Fonds national de réparation, FONAREF, et qui est financé par la redevance minière, parce que nos compatriotes sont tués pour les mines, on va utiliser les mines pour réparer. Mais bien au-delà de ce travail que nous faisons, il y a un travail de justice, il y a un travail de reconnaissance internationale. Nous l'avons fait en interne et nous avons entamé une campagne à l'international. On a commencé par Genève en marge de la 60e Assemblée générale pour être sûr que le monde sache qu'il y a eu génocide au Congo. Parce que mais génocide perpétré par qui? Mais écoutez, je vous donne un exemple, l'exemple est récent. Human Rights Watch, pour ne pas parler des sources congolaises, a parlé des 140 Hutus massacrés. Si on doit repartir sur 2022, les mêmes organisations, les Nations Unies, ont été témoins et Kichiché, les modus operandi, on sait que c'est des troupes rwandaises avec la brigade avancée du M23 parce que c'est des territoires qui sont sous leur contrôle. Il est évident que pour nous, la question n'est pas simplement une question de reconnaissance, c'est une question des mémoires et c'est une question de plus jamais ça, parce qu'il y a eu trop d'horreur dans cette région du monde. On vous entend. Merci beaucoup, Patrick Muyaya, d'être venu. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement congolais, ministre des médias et de la communication. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.